nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs. On vient d'avoir un petit problème technique. Voilà, il y a de l'électricité, mais c'est tout positif. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a une invitée, c'est une émission spéciale. Donc, la nature et vous, c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé physique, psychique et cognitive, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien, en interaction avec le vivant autour de nous? Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Maud Ankawa. Bonjour Maud. Bonjour Sandrine, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et en plus, en direct et présente dans le studio. Alors, pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas Maud, je vais vous la présenter dans quelques instants. Donc, la nature, on l'a en nous. Nous faisons partie intégrante de la nature. Notre microbiote, quand on l'analyse, est composé de nature. On peut voir d'où on vient. Notre ADN contient des éléments de nature. Et nous sommes plus bactéries que cellules humaines. Nous avons évolué à 99,9% dans la nature et en 10 000 ans, notre physiologie n'a changé que de 0,005%, c'est-à-dire quasiment pas. Donc d'un point de vue tangible, on voit bien que nous sommes partie intégrante de la nature. Mais en tant qu'être vivant humain, pour être tout à fait complet, nous avons besoin d'intégrer 3 piliers. Le corps, les émotions, le mental, la cognition et un quatrième, la spiritualité. Et en fait, ils sont interdépendants. Et c'est justement la conscience des 3 qui crée cet équilibre intérieur. Or, notre éducation, nos histoires personnelles, l'influence et l'exigence de la société nous font parfois justement perdre notre boussole intérieure. Nous nous éloignons de notre propre nature, de qui nous sommes, sans masque, sans faux semblant, sans peur et croyances limitantes. Nous ne tombons pas parfois de nos émotions, par un fort mental, ou bien nous ne sommes pas à l'écoute des signaux de notre corps. Et là, il y a un déséquilibre. Quand on observe la nature, j'allais dire au sens large, végétal, animal, les forêts, les lacs, la rivière, la mer, tous les écosystèmes, ce que l'on peut voir, c'est que la nature, elle évolue et se développe librement quand il n'y a pas d'intervention humaine, quand même, bien fort à préciser. Donc elle se développe et évolue librement et elle s'autorégule par elle-même, elle crée la beauté, l'équilibre, elle nourrit. Alors, comment retrouver cet équilibre-là en nous, à l'image de la nature? Donc, pour en parler aujourd'hui, c'est justement avec Maud Ankawa. Maud, vous êtes écrivain, conférencière internationale, auteur de 3 best-sellers vendus à 5 millions d'exemplaires, traduits dans plus de 20 langues, dont le premier paru en 2018, Kilomètre Zéro, suivi 2 ans et demi à peu après par Respire, et le dernier paru début de cette année, Plus jamais sans moi. Avant ça, vous avez eu une autre vie, grande réussite professionnelle, mais plutôt dans le monde de la finance, de l'high-tech, de la stratégie d'entreprise. Et 2010, c'est l'année charnière. 2010, vous vendez votre entreprise à Dassault. 2010, peut-être, c'est là où, justement, vous sentez qu'il y a un besoin vital de faire un break parce que vous êtes en train de vous éloigner de votre propre nature, de vos valeurs. Et vous décidez de partir en Himalaya, faire le tour des Annapurna. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi de ces succès, peut-être une des graines, c'est que Maud, vous écrivez avec le cœur, sans attente. Et si ce n'est justement l'amour du partage, quelque chose qui vous tient fort à cœur. Et vous nous livrez avec authenticité dans vos romans et par vos personnages, votre expérience qui vous a mené à qui vous êtes aujourd'hui, à vous être retrouvé, de vous reconnecter à cette nature profonde. Dans vos livres, c'est justement une invitation pour les lecteurs à explorer leur monde intérieur aussi. Concernant la nature, déjà toute petite, vous viviez à Paris et vos parents avaient cette merveilleuse idée de vous emmener, vous et votre frère, à la campagne tous les week-ends. Et déjà toute petite, vous ressentiez les week-ends où vous n'alliez pas à la campagne qui avait comme un manque. Donc il y avait un manque de nature, donc il y avait déjà cette forte conscience. Alors Maud, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que signifie la nature pour vous? Merci pour cette introduction et merci pour cette question. Je pense que la nature, c'est vraiment nos fondations. C'est-à-dire que pour moi, c'est un refuge absolu. Dès que j'ai besoin de réfléchir, dès que j'ai besoin de créer, dès que j'ai besoin de me retrouver, moi avec moi, eh bien la nature, c'est un refuge partout sur la planète. Alors c'est vrai, quand on vit dans des grandes villes, on se dit il y a peu de nature. En fait, c'est pas vrai.
La réalité, c'est qu'il y a toujours, bien sûr, pas des forêts immenses comme on peut trouver dans certaines provinces, mais il y a toujours des endroits de verre, et même simplement un arbre, et même simplement une fleur, et même simplement le soleil. Alors vous allez me dire, à Paris, on ne voit pas souvent le soleil, c'est pas vrai. Parce qu'on sait aussi que derrière les nuages, il y a aussi le soleil. Donc tout est toujours là. La réalité, c'est que tout est toujours là. Et il n'y a qu'à mettre de la conscience sur cette nature pour pouvoir se ressourcer. Donc cette conscience, je ne l'ai sans doute pas eue si tôt que dans cette présentation. Par contre, ce que je sentais, ou très vite, en tout cas mes parents nous le disaient, on était assez énervés avec mon frère si on ne pouvait pas se libérer, comme beaucoup d'enfants, courir dans la nature, faire du vélo, et on ne fait pas du vélo en appartement, enfin pas à nos âges. Et en réalité, très vite, on voit cet énervement chez les enfants quand ils sont enfermés. D'ailleurs, souvent, on va sortir les enfants, un peu comme on va sortir son chien, parce que ça fait du bien de les voir courir, et surtout ça les déstresse. Mais c'est exactement pareil quand on devient adulte. On est stressé par un tas de choses, et on est enfermé, on travaille beaucoup derrière nos écrans. Et le simple fait de pouvoir marcher simplement, tout doucement, de marcher, et même rapidement, c'est par exemple, quand je vivais beaucoup à Paris, je faisais tout à pied. Parce que le simple fait de marcher, même si on peut se dire c'est pollué, même si on peut se dire, la réalité c'est que ça faisait un bien fou. Donc cette conscience, c'est qu'un état d'esprit, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Dès qu'on met de la conscience sur quelque chose, alors on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en nous. Très bien, merci. Dans vos 3 romans, il y a un décor, il y a un point commun. En dehors de là où vous nous emmenez dans cette exploration intérieure, le décor, c'est la nature et c'est des lieux de spiritualité. Donc kilomètre zéro en Himalaya, Respire en Thaïlande et Plus jamais sans moi sur le chemin de Compostelle. Donc c'est des lieux où à la fois la nature a toute sa place et la spiritualité aussi. Donc comment vous expliquer, parce qu'on pourrait très bien faire des questionnements intérieurs, enfin cette quête de soi, en restant finalement chez soi, enfin dans sa ville, en allant voir un thérapeute, mais en plus le fait justement d'aller dans ces voyages comme vous l'avez fait, pourquoi ça a un tel impact finalement dans se retrouver avec soi-même? Alors vous l'avez très bien dit, en réalité, on n'a pas besoin de voyager pour être avec soi. Ce que m'apporte le voyage, c'est simplement un décentrage de ce que je connais. Et quand vous êtes décentré de ce que vous connaissez, votre attention est particulière, c'est simplement une question de sécurité, à ce qui est autour de vous. Si vous partez en pleine montagne à 2 pas d'ici, et que vous ne connaissez pas le chemin, vous allez être subjugué par la beauté, certes, mais aussi toujours par besoin de sécurité, de voir et d'explorer par le regard, par les ressentis, par les parfums, par ce que vous entendez. Vous allez avoir besoin de poser un cadre de sécurité. Parce que l'être humain, on est des êtres sociaux, mais avant tout, avant d'arriver à une certaine civilisation, eh bien on vivait dans la nature et c'était une question de sécurité, que d'explorer en étant prudent. Quand on part en voyage, on a ces besoins primaires de retrouver cette sécurité. Et donc, ça nous ramène à notre instinct primaire et aussi à nos sens, vraiment à nos sens. Et c'est lorsque vous êtes dans vos sens que vous pouvez revenir à l'instant présent. Donc quand vous êtes dans la nature, forcément, vous êtes dans les parfums, vous êtes dans la beauté, vous êtes dans les sons, et puis un son peut être vite inquiétant ou au contraire réconfortant. Donc revenir à la nature, c'était pour moi essentiel. Et le voyage, je crois que c'est vraiment mon ADN, je pense que je suis une vraie droguée du voyage. Donc très vite j'ai allié les deux et vous disiez tout à l'heure, en début de cette question, ce sont des lieux de spiritualité. En fait, oui et non. On pourrait mettre de la spiritualité partout où on va. Chez soi, on peut mettre de la spiritualité. Chez le boulanger, on peut en mettre aussi. Il suffit simplement, encore une fois, de mettre son attention sur ce qui est important pour nous. Donc effectivement, il y a plein de gens qui partent en Thaïlande et qui n'y mettent aucune spiritualité. Il y a plein de gens qui partent dans l'Himalaya et qui n'y mettent pas de spiritualité, mais plutôt un défi sportif, par exemple. Moi, à travers mes romans, j'essaye de résumer 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres avec des peuples différents, des rencontres avec des philosophies, des cultures, des religions différentes, simplement pour partager des clés qui m'ont vraiment aidé à me construire dans ma philosophie de vie, qui n'est pas une religion particulière, qui n'est pas une philosophie particulière, qui n'est pas une culture particulière, mais plutôt un mélange de l'ensemble de ces témoignages, de ces choses qui m'ont fait du bien, dans lequel j'ai créé ma propre méthode de management, mais
qui transpire à travers ma propre philosophie. D'accord. Et vous êtes justement dans votre dernier livre, Plus jamais sans moi, il y a un merveilleux conte, Le bambou et la fougère. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sans dévoiler bien sûr tout le livre, mais je trouvais vraiment que ça avait sens. Alors, il y a plusieurs messages, je ne sais pas lequel vous voulez explorer, mais en tout cas, je crois que l'idée de ce conte, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, de comprendre que quand on est face à soi, face aux différentes facettes de qui l'on est, on retrouve ce mouvement, on retrouve cette flexibilité, on retrouve différentes facettes de nous qui nous permettent de nous construire. Je crois qu'on a tendance par notre éducation, beaucoup d'ailleurs, à se mettre dans une carte du monde assez restreinte. Quand je dis carte du monde, c'est une façon de voir les choses assez restreinte, alors qu'en réalité, il y a 1000 possibilités et 1000 facettes. Moi, j'ai découvert par exemple les émotions en Asie, parce que en Occident, les émotions, on les met un peu de côté, et puis on a l'importance d'avoir la tête bien faite, d'être bonne en mathématiques, en physique, etc. Et puis on trouvera toujours notre voie avec ça. La réalité, c'est que on est pétri par les émotions 24 heures sur 24. On n'y met pas forcément de conscience, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, et on ne sait pas forcément quel message une émotion a passé. Et moi, on me disait toujours, mais non, il ne faut pas avoir peur, mais non, il ne faut pas pleurer, quand on est petit, mais non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. En fait, ça sert à beaucoup de choses. Parce que quand on comprend le message de nos émotions, eh bien, naturellement, on peut poser les actions justes. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Donc, vous parliez tout à l'heure d'effectivement ce rapport au mental, aux émotions, donc au cœur et au corps. Je crois que c'est fondamental de réconcilier ça. Et pour revenir à la nature, effectivement, la nature nous aide à réconcilier ça. Et dans le cœur, et dans le mental, et dans le corps. Et c'est vrai que je marche beaucoup, c'est pour ça qu'on retrouve aussi bien dans Kilomètre Zéro, ce trek dans l'Himalaya ou sur Compostelle, ce chemin de Compostelle qui fait quand même des milliers de kilomètres, simplement parce que ça m'aide aussi à poser ma réflexion, à rentrer dans mes émotions, et puis surtout d'être dans le corps, parce que quand on fait un effort physique, forcément on est dans le corps, et puis si on ne veut pas l'être, de toute façon il nous rappelle à ça, avec les courbatures, avec les ampoules, avec le sac à dos qui est un peu lourd, enfin avec plein de choses. Donc finalement, cet alignement, on est obligé de le retrouver. Donc dans ce conte, oui, il y a cette flexibilité qui est, le roseau il plie, on peut comprendre les choses un peu différemment et avoir des facettes un peu différentes. Ce que je trouvais intéressant aussi dans ce conte, c'était que le bambou prenait... Alors j'ai vraiment appris ça parce que je ne savais pas. Le bambou ne poussait pas tout de suite. Au tout début, je vous laisse plutôt vous raconter. Non, il pose ses racines, oui, il pose ses racines, c'est même très long à poser ses racines, et après on a l'impression que les bambous, effectivement, d'ailleurs souvent on entend, je veux planter des bambous, ça ira vite, on aura vite une haie, etc. Mais en fait pas du tout, ça met beaucoup de temps, et puis d'un coup il se met à pousser. Et poser ses racines, je crois que c'est la base pour nous aussi, vraiment d'arriver à s'ancrer, même si de l'extérieur on a le sentiment qu'on n'avance pas vite ou que les autres avancent plus vite. Le vrai sujet, c'est tant qu'on n'a pas posé des racines profondes, alors on ne peut pas pousser tout à fait droit. Mais le plan est toujours parfait, j'allais dire, vraiment, peu importe la façon dont on pousse, le vrai sujet, c'est encore une fois à quel moment on met de la conscience pour revenir à ce qui est fondamental pour nous. Et qu'avez-vous remarqué, parce que vous emmenez donc des groupes sur le chemin de Compostelle justement, quels sont leurs, en dehors du parcours, je vais dire initiatique, parce que c'est toujours, quand on part sur ce chemin, c'est un parcours aussi initiatique. Est-ce que vous avez vu, observer leur lien justement à la nature, ou quel impact ça pouvait avoir? Je pense surtout à l'émerveillement, parce que la nature, quand il y a de la beauté, ça peut être aussi en ville, on ne va pas aussi dire. Quand il y a la beauté, il y a l'émerveillement. Quand il y a l'émerveillement, il se passe quelque chose en nous. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Ce que j'observe, c'est que quand on met de la conscience sur soi, quand on met l'envie de cette conscience et l'envie de changer des choses en nous, alors le cadre de la nature se pose, parce qu'on rencontre tous la nature tous les jours. Par le beau temps, par la pluie, par les arbres, par les oiseaux, où qu'on soit sur cette planète, il y a très peu d'endroits où on ne peut pas voir le ciel, entendre un oiseau. Donc la nature, elle est partout. Ce qu'offre ce chemin, ou ce qu'offre ces voyages, c'est simplement se dire, tiens, je peux me poser pour
ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a moins envie d'être sur nos téléphones, ou comme quand on est dans le métro, où là, effectivement, on est enfermé dans un cadre qu'on considère un peu hostile. Donc on va se mettre dans une bulle pour échapper à un mouvement qui ne plaît que moyennement. Quand on est dans la nature et quand on décide de faire ce chemin, mais encore une fois, parfois c'est juste d'aller chercher du pain en face de chez soi, mais c'est déjà un chemin. Si on met de la conscience sur, tiens, qu'est-ce que je veux de ce voyage, de ces quelques secondes de voyage, d'aller chercher mon pain, d'aller chez le boucher, d'aller marcher, peu importe, quelle conscience je mets sur ce voyage-là? Si c'est effectivement dans une habitude, où je suis au téléphone, où je regarde mon téléphone, je bouscule un passant, etc., eh bien j'ai une autre conscience. Si ce même voyage-là, ce court voyage, je mets de la conscience d'ouvrir mon cœur, de sourire aux gens. Alors évidemment, dans un monde en ville comme ça, on a l'impression d'être pris pour un illuminé quand on sourit aux gens. Mais la réalité, je le vois bien, c'est moins le cas partout en France, de pouvoir sourire aux gens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on met de la conscience? On ouvre son cœur. Mais c'est pareil sur les chemins de Compostelle, sauf qu'on est parti pour ça. On n'est pas parti pour passer son temps sur son téléphone, rivé sur des animations qui nous noient un peu. On est parti pour prendre du temps pour soi, pour être avec les autres, pour être avec soi. Et donc, cette conscience-là, ce changement de paradigme, ce changement d'envie, fait que, naturellement, on s'ouvre. La nature est comme une écoute, comme un décor. Et c'est un personnage principal. D'ailleurs, toujours dans mes livres, le décor est un personnage principal, mais c'est un choix que l'on fait en conscience, parce qu'elle est partout. Donc le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on y met de la conscience. Très bien. Alors, on va retrouver Maud dans quelques instants après cette pause musicale. C'est une dédicace spéciale pour vous, Maud. Merci, j'ai hâte. Donna Summer. Oui, on peut couper. C'était quoi? Donna Summer. Ah,